Retour sur le plateau TV de Polytech Horizon 2013 avec un nouveau rendez-vous avec le réseau Ecotech et Alain Griot qui est à cette table pour parler de la coopération internationale des pôles de compétitivité. Je vais vous présenter mes invités en débutant par Nancy Desiel qui est directrice générale, je vais le dire, du Centre national en électrochimie et en technologie environnementale à Québec, enfin au Québec, dans la province du Québec. J'ai juste là-bas, au fond, un peu plus loin de moi, eh bien Jean-Louis Carré, qui est directeur du pôle eau. Daniel Vilsault, qui est président du pôle de compétitivité Dream Eau et Milieu. J'ai Pierre Buret, directeur général de Trimatech. Alain Griot, je l'ai présenté, c'est le ministère de l'écologie. Et puis juste à côté de lui, Bruno Alnet, qui est président du pôle de compétitivité Accéléra Chimie Environnement, qui est un pôle à vocation mondiale situé en Rhône-Alpes. Voilà, les présentations sont faites. Alain, d'abord. Pourquoi cette émission sur la coopération internationale des pôles de compétitivité qui sont, je le suppose, reliés encore une fois de plus à la phase 3 des pôles et ce besoin, cette nécessité eh bien, de se déployer à l'international pour les pôles. Alors, le développement international des pôles, l'action internationale des pôles n'a pas débuté avec la phase 3, il faut être, puisque les premières actions un peu emblématiques en termes de développement international ont été menées par les pôles dans les années 2007-2008. Mais il nous a semblé intéressant dans la phase 3 d'apporter un éclairage nouveau sur le besoin de coopération, de développement international des pôles de compétitivité. Et notamment, il a été demandé à l'ensemble des pôles, dans le cadre de leur contrat de performance, d'écrire une feuille de route stratégique en matière de développement international, ce qui n'était pas fait avant. Et cette feuille de route stratégique doit fixer le cap des pôles de compétitivité pour les 6 prochaines années, donc 2013-2018, avec des plans d'action qui sont rattachés, qui sont des plans d'action que les pôles ont été amenés à élaborer avec leurs partenaires, puisque dans ce domaine de la coopération internationale, bien entendu, il y a un nombre de partenaires importants qui peuvent intervenir en association, au soutien avec les pôles. Je voudrais rajouter que en matière de coopération internationale, un accent particulier a été mis, au-delà des coopérations qui peuvent être faites dans le domaine du soutien au développement commercial des entreprises, sur la coopération technologique. Hein, le gouvernement, les ministères impliqués dans la politique des pôles ont souhaité rappeler de façon très forte que le métier premier des pôles était la coopération technologique et qu'en matière de coopération internationale, ils étaient des vecteurs reconnus à l'international. On en parlera peut-être avec nos amis québécois. Ils étaient des vecteurs de coopération entre les industriels, les laboratoires et des organismes de recherche à l'étranger. Et un deuxième signal fort qui a été donné au pôle de compétitivité, c'est la participation à toute la dynamique communautaire en matière de recherche et développement. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de promouvoir les écotechnologies des entreprises qui intègrent ces pôles, qui font partie de ces pôles. Est-ce qu'on a déjà, puisque vous disiez que ce n'était pas véritablement nouveau et que ça existe depuis, c'est presque dans l'ADN peut-être même des pôles de compétitivité, est-ce qu'on a déjà des résultats, des résultats probants qui montrent que les technos françaises, alors sans cocardisme exacerbé, est-ce que les technos françaises s'exportent bien ? C'est pas forcément à moi de le dire, c'est plutôt oui, à eux juste pour un cadrage général de le dire. Mais oui, on a un certain nombre de signaux et notamment des demandes de partenaires internationaux pour coopérer avec les pôles de compétitivité. J'étais encore, avant de venir sur le plateau, avec une délégation chinoise qui essaye de mettre en place dans son pays des outils de préservation de l'environnement et qui est très désireuse de coopérer avec les pôles de compétitivité. Bruno pourrait peut-être en dire un peu plus puisqu'il m'a précédé dans
avec cette délégation. Et puis un certain nombre d'autres pays qui commencent à voir la France comme un pays technologique en matière de technologie environnementale. Je voudrais juste terminer en insistant sur un point qui me tient à cœur, qui est qu'en matière de coopération internationale, la coopération entre pôles de compétitivité est un élément essentiel. C'est-à-dire la visibilité que peut donner la coopération entre pôles de compétitivité à l'international est essentielle pour que nos acteurs soient reconnus par des grands organismes internationaux, par des pays majeurs. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Alors justement, on va prendre quelques illustrations, on va voir quelques exemples avec par exemple Jean-Louis Carré, le directeur du pôle Eau. Le pôle Eau qui s'est associé à des clusters d'entreprises en vue d'aller à l'exportation. Et en fait, ça s'est manifesté par l'installation de votre offre commune. Et ce qui est bien, c'est que chacun est ambassadeur de l'autre dans cette histoire-là, dans le Golfe Persique. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de la démarche et de ce que vous êtes arrivé à élaborer comme modèle d'exportation du savoir-faire français. Alors effectivement, le polo est sur 3 régions en France, la région Languedoc-Roussillon où est notre siège, donc la région Provence-Côte d'Azur et la région Midi-Pyrénées. Et dans chacune de ces régions-là, nous avons des partenaires clusters qui existaient bien avant les pôles de compétitivité, qui ont développé une expérience à l'international. Alors, plutôt que d'aller chacun de son côté, un petit peu en ordre dispersé, on a décidé de mettre un petit peu en commun et de mutualiser les différentes offres et les différentes expériences, ce qui permet d'avoir, je dirais, des techniques d'approche des marchés complémentaires, des pays complémentaires aussi, et donc d'aller de façon un peu plus organisée sur différents marchés, différentes manifestations internationales, etc. Parce que derrière aussi, il y a un problème de budget, de moyens et de personnel. Les pôles sont quand même des équipes relativement réduites, enfin, pour moi, pour ce qui nous concerne. Et donc, ça démultiplie bien sûr les efforts. Donc, on essaie d'avoir une approche intelligente de la conquête de marchés étrangers. Bon, il faut savoir que dans le domaine de l'eau, on a un marché qui est quand même très mature en France et qu'assez naturellement, les entreprises françaises qui développent des technologies voient à l'étranger des opportunités de développement économique et l'école française de l'eau est reconnue à l'étranger vraiment. Et dans ce secteur, on a à la fois des très grands groupes internationaux, les leaders mondiaux, mais aussi des TPE, des PME qui sont très performantes sur des niches, mais qui n'ont pas la capacité forcément d'aller toutes seules. Donc on développe aussi des relations entre les grands groupes et les PME, où les grands groupes, je dirais, qui sont membres des pôles, apportent leur contribution dans leurs implantations à l'international, au-delà de tous les dispositifs qu'on connaît bien, UbiFrance, et on en parlera etc. aussi de ça. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc on a appelé ça France Water Team, oui. Et ça regroupe donc le cluster AI éco-entreprise en PACA, le cluster WSM, Water Sensor Membrane en Midi-Pyrénées, le cluster Svelia en Languedoc-Roussillon. Et nous avons aussi un autre partenaire qui est la Chambre de commerce et d'industrie régionale de Midi-Pyrénées, qui anime un club d'éco-entreprise assez important et qui donc très naturellement s'est rattaché au pôle Eau pour avoir une structure juridique, quoi, finalement. En 2 mots, la zone cible Golfe Persique, c'est pour y faire quoi ? Alors, il y a plusieurs zones cibles. Le développement de technologies sur l'eau forcément intéresse les pays à fort stress hydrique. Et tout naturellement, le Golfe Persique est un pays qui dispose de beaucoup de moyens financiers, bien sûr, avec la manne pétrolière, mais commence à avoir des réflexions poussées sur, je dirais, la meilleure utilisation de l'eau pour développer leur économie locale. Dessaler de l'eau de mer, ça coûte cher quand même, malgré tout. À un moment donné, il faut peut-être mieux vendre du pétrole et puis utiliser des technologies permettant de réutiliser l'eau de façon plus intelligente, quoi. On va rester dans le domaine de l'eau avec Dream Eau et Milieu, le pôle de compétitivité que préside Daniel Vilsault. J'aimerais de la même façon comprendre un petit peu comment vous engagez et vous initiez votre démarche internationale. Alors d'abord, je dirais que Dream est un pôle récent, comme le pôle Eau d'ailleurs. Nous avons été labellisés en 2010. Et donc le temps de nous installer et de naître quelque part nous a privés dans les 2 premières années
d'imaginer quelques développements au niveau international. On commence effectivement maintenant à s'orienter dans ce domaine-là, avec des difficultés, parce que s'inventer à l'international, c'est vrai que quand on a des grands groupes, c'est un peu plus facile, parce que ce sont des locomotives qui peuvent entraîner un certain nombre de TPE et de PME. Dream, ça veut dire quoi? Ça veut dire durabilité des ressources en eau associées au milieu. Et sur ce domaine-là, on a une part de marché qui est encore un petit peu étriquette, y compris en France. Ce sont des marchés nouveaux sur les écosystèmes, sur la qualité des milieux, certes très important au niveau européen parce qu'il n'y aura pas de succès et d'objectifs tenus sur la directive 4 sur l'eau s'il n'y a pas une bonne qualité de l'eau et une bonne qualité des milieux associés. Donc on est complètement sur quelque chose qui est nouveau, qui est naissant. Donc on conjugue à la fois, je dirais, trois difficultés. Le fait que l'on soit un jeune pôle, le fait qu'on soit sur un marché naissant et avec des TPE et des PME en nombre, mais qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour pouvoir se développer là-dessus. Alors on travaille en étroite collaboration. Dream est installé sur la région Centre et on travaille en étroite collaboration avec la région Centre et on va beaucoup s'appuyer sur les nouvelles politiques qui sont en train de se mettre en œuvre au niveau communautaire en particulier, au niveau européen, à travers la 3S, vous savez, la fameuse spécialisation intelligente des régions, de façon à ce que les axes sur lesquels nous travaillons, qui sont orientés sur qualité et milieu, mais qualité, ça veut dire métrologie environnementale, instrumentation, comment mesurer et voir évoluer la qualité des milieux, comment l'anticiper, comment la gérer, comment la corriger également. Ce sont les stratégies sur lesquelles se trouve Dream aujourd'hui et qui nous permet d'espérer et d'entraîner au niveau national dans un premier temps et puis international ensuite un certain nombre de nos entreprises. Alors bien sûr, à côté de ça, la région est très active en Chine, la région est très active en Inde. Tout le monde rêve de ces marchés-là. C'est pas toujours très facile. Il faut savoir occuper des niches dans un premier temps et puis savoir y aller sur des opportunités. Il en existe. On est très optimiste de ce point de vue-là, mais je dois vous avouer que dans l'état actuel des choses, nous sommes en train de bâtir notre stratégie et d'emmener nos entreprises. On ne peut pas non plus espérer les emmener à l'international s'il n'y a pas des fondations très solides sur le territoire français. Ce serait la pire des choses qu'on puisse leur proposer dans un premier temps. Accélera aussi à cette vocation bien sûr internationale et mondiale, c'est la chimie. Bruno Alnet, vous êtes le président Accélera. Là encore, j'aimerais comprendre comment vous essayez à l'échelle internationale, voire européenne déjà. Le Rhône-Alpes est une région centrale. Comment vous déployez, il est ouvert votre micro, hein, comment vous déployez en Europe, à l'échelle de l'Europe, et comment vous pouvez faire vivre des projets, par quelle boule prendre, comment y aller. Est-ce que vous, contrairement par exemple à Dream, vous avez effectivement des entreprises plus solides, qui ont déjà des bases et des fondations plus fortes sur le territoire national? C'est plus facile pour vous. Racontez-moi un petit peu la démarche que vous menez. Alors, un petit correctif, c'est chimie-environnement, hein, je précise, parce que chimie c'est un peu raccourci, oui. et on tient à l'environnement. Tout à fait. Sinon, on ne serait pas dans le oui. fameux Ecotech. Alors, nous, on a la chance d'avoir commencé plus tôt que d'autres. On a commencé en 2005. Et donc, on a eu plusieurs étapes dans notre stratégie d'approche avec, je scinderai deux choses, l'Europe et le reste du monde. L'Europe, on y est allé assez vite. On a fait de l'interclustering, j'allais dire de C2C. On est allé chercher les clusters européens pour essayer de faire de la coopération, monter des projets, et ainsi de suite. Ça s'est moyennement passé dans le sens où l'ensemble des clusters européens sont plutôt des clusters business-oriented. Alors que nous, on est vraiment sur l'innovation. Donc on avait des préoccupations qui étaient complètement différentes. Et finalement, il a fallu aller chercher des clusters européens qui avaient déjà plusieurs années d'existence, voire une dizaine. On a trouvé en UK des gens comme ça, qui avaient une dizaine d'années d'expérience de clusters industriels et qui commençaient à se poser la question de l'innovation. Ils avaient commencé par le business. Nous, on a fait l'inverse.
Bon, donc cette première étape, elle a été plutôt bonne, notamment dans l'échange de bonnes pratiques, dans les contacts entre les PME. Mais on n'a pas réussi véritablement à marquer le but des grands projets européens qu'on cherchait. Deuxième étape, et il y en aura une troisième. Deuxième étape, on a fait effectivement, on s'est inséré dans des dispositifs d'interclustering européen. Et on a essayé de bâtir là aussi et les bonnes pratiques pour essayer d'emmener nos PME à l'international. Je pense à un projet qui s'appelle Euromatière qui est sponsorisé par la DG6 qui travaille sur ce sujet. Et là, ça a été plutôt bien productif. Maintenant, en phase 3.0, on s'oriente beaucoup plus vers les feuilles de route technologiques et comment on fait du lobbying au niveau de l'Europe, ce que les Français ne savent pas très bien faire. Et il y avait ça dans le milieu de la chimie, mais il y a tout un tas de domaines transversaux dans lesquels ça n'existe pas, où les Français sont insuffisamment présents pour faire du lobbying et inspirer les feuilles de route techno qui nous permettent après d'avoir les bons appels à projets et de positionner les compétences et les expertises de la France. Et là, on vient de s'intégrer dans 2 dispositifs. Un qui est sur la feuille de route du CO2, valorisation du CO2, qui est un projet SCOT, où là, on est bien inséré dans le dispositif. Et un autre sur les économies d'énergie et de matière dans toutes les industries de process. Donc chimie, bien sûr, mais pharmacie, métallurgie, toutes les industries de process. Et voilà, donc on essaye d'upgrader à chaque fois notre prestation et notre vision pour essayer d'être mieux inséré au niveau de l'Europe. Je viens sur le volet, je dirais, grand international. Là, c'est très variable. On a bien démarré au niveau de la Chine parce qu'on a un représentant à Shanghai depuis 5 ans maintenant. Ça fonctionne bien. Sauf qu'on ne peut pas reproduire le schéma français. C'est-à-dire que notre objet au départ, ça a été de dire, on a des adhérents d'Accélera, il y en avait une 50aine qui étaient présents en Chine déjà, à l'époque on était un petit 200, il y en avait 50 présents en Chine, ce qui montre le dynamisme de la filière. Et donc on a dit, on ne va pas leur imposer le modèle, on va les mettre en face de leurs problématiques à eux, c'est-à-dire comment ils innovent dans leur territoire. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas la même problématique que chez nous. C'est-à-dire que nous, on est très recherche et développement. Eux, ils sont plutôt développement que recherche. Et donc, on les a laissés s'organiser dans la circonstance. Et on les a petit à petit amenés à la recherche en montant des partenariats avec les grandes universités chinoises. Et maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Et on développe maintenant, en stade 2, j'allais dire, l'accompagnement des PME. On a 13 PME qui ont bénéficié de ce support à Shanghai pour essayer de développer leur business à l'international, en Chine. Voilà deux exemples. Alors, on s'intéresse beaucoup au Brésil, on s'intéresse beaucoup au Maroc. Alors, ce que vous me dites m'inspire une réflexion, et peut-être que Alain Griot ou éventuellement l'un de vous peut y répondre. Est-ce que finalement, bon, il y a un effet de taille. Un petit pôle qui a appuyé sur des TPE et vraiment des entreprises en émergence a beaucoup plus de difficultés qu'un pôle qui a des entreprises, des membres qui ont déjà des correspondants. Mais est-ce qu'une des solutions ne serait pas, par exemple, d'avoir des correspondants, de localiser des correspondants dans les pays où vous voulez aller pour faciliter le travail, déblayer un petit peu le terrain? Est-ce que ce ne serait pas une solution, Alain Griot? Alors, déjà, l'effet taille existe, et c'est d'ailleurs pour ça que dans la phase 3 des pôles, on a demandé aux pôles de bien spécifier ce qui relevait de leur responsabilité opérationnelle et ce qu'ils pouvaient faire par d'autres. D'ailleurs, là où ils étaient les initiateurs, en gros, ce qu'on ne veut pas, c'est que les pôles deviennent une xème partie d'une espèce de millefeuille d'aide à l'accompagnement des entreprises à l'international, avec UbiFrance, avec les structures régionales, mais qu'ils restent dans leur cœur de métier, qui est l'innovation, qui est la recherche et développement, la recherche de partenariat, et que pour d'autres activités, qui sont des activités de nature plus commerciale, ils s'appuient sur les dispositifs existants, ils soient des catalyseurs, qui soient à l'origine
d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre d'actions, mais qu'il n'est pas à être les opérateurs de ces actions, parce qu'autrement les industriels ne comprennent plus grand-chose. Hein. Donc il faut bien que chaque acteur ait sa propre spécificité. Et ça, on a beaucoup insisté dans la phase 3 des pôles. Alors maintenant, sur la mutualisation à l'international, il y a déjà des choses qui existent. Par exemple, il y a le pôle Derby, dans le domaine des énergies renouvelables, qui a mis en place ce qu'on appelle un VIE à Bruxelles, pour représenter le pôle et ses acteurs auprès d'un certain nombre d'intervenants de la démarche communautaire. Peut-être que Jean-Loïc peut nous dire quelques mots de ce qu'ils sont en train de faire. On a le même genre de projet, mais ce n'est pas à Bruxelles qu'on va le mettre, nous, parce que le marché européen est aussi très concurrentiel. Mais dans les pays du Golfe Persique en particulier, on a un projet d'installer un VIE en 2014 à Dubaï. On a été aussi approché par quelques PME pour trouver quelque chose au Brésil. Hein, vous savez que c'est le Brésil qui a la plus grande frontière avec la France, forcément. Oui. Et puis des ressources hydriques à gérer de façon importante. Et au-delà de tous les dispositifs qui peuvent exister, dont vient de parler Alain Griot, il y a aussi des réseaux. C'est-à-dire qu'on a un partenariat, nous, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, qui constitue un réseau, je crois, d'à peu près 4000 personnes, très très bien implantées, de façon complètement opérationnelle sur des marchés pragmatiques. Et ça plaît beaucoup aux PME. Ce que les PME cherchent, au-delà des grandes procédures d'aide et d'accompagnement, c'est d'aller assez rapidement sur les marchés de façon opérationnelle. Et donc le côté relationnel est aussi très très important pour ces entreprises. Une dernière question par curiosité aussi, c'est l'échelle, parce que et j'ai bien compris ce que Alain Griot voulait dire quand il fallait pas tout mélanger, arriver avec un millefeuille et le ministre du commerce extérieur en éclaireur, parce qu'effectivement c'est pas lisible. On a aussi des relations régions avec des États, enfin avec des États fédéraux. On arrive à faire de la coopération internationale au niveau régional, voire au niveau d'une grande agglomération. Vous parlez du Brésil, je pensais à Belo Horizonte, à Sao Paulo. C'est possible, ça? Oui, c'est la région Amazon en particulier, qui est la frontière avec la France. Oui, les régions ont des politiques propres à elles. Ce qu'il y a par contre, ce ne sont pas forcément les pays cibles des entreprises. Donc il y a encore du travail à faire et on collabore avec les services régionaux, les agences régionales, pour qu'il y ait quand même une cohérence entre les pays cibles politiques, on va dire, et les pays cibles économiques. Alors on va prendre un exemple très concret, parce que on a effectivement essayé. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Simplement, j'ai été au Brésil pour le pôle Advancity il n'y a pas longtemps. Et effectivement, je crois que la logique, c'est quand même que le pôle se détermine par rapport à ses pays cibles. La première chose, c'est ça. C'est-à-dire, le chant des sirènes, on en a tous les jours. On reçoit ici à Polytech des délégations. En veux-tu, en voilà. Il y a des Chinoises, il y a des Coréens. On est capable de rencontrer n'importe qui. Le problème, c'est qu'un pôle n'a pas la capacité de s'adresser à 50 pays dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il les cible. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il s'appuie potentiellement sur des partenariats qui sont noués. Là, en l'occurrence, au Brésil, pour Advancity, j'étais sur l'État de Sao Paulo. Il y a un accord entre l'Île-de-France et l'État de Sao Paulo. Et là, on essaye d'embrayer derrière le politique pour positionner notre propre stratégie. Mais il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Alors on va prendre, donc je le disais, un exemple très concret de coopération avec le pôle Trimatech, le pôle de compétitivité Trimatech et son président Pierre Buret, son directeur général, Pierre Buret, et puis Nancy Desiel, qui est donc directrice générale, je le disais, du Centre national en électrochimie et en technologie environnementale au Québec. Vous avez signé tous les deux, vos structures respectives, un partenariat, une convention l'an dernier. J'aimerais savoir un petit peu, alors peut-être rappeler ce que fait Trimatech, et puis rappeler effectivement ce que fait éventuellement, enfin pas éventuellement, même nécessairement votre Centre national au Québec. Et ensuite, peut-être décrire un petit peu le sens de cette convention et de ce partenariat. Qui veut commencer ?
Donc Trimatech est un pôle spécialisé sur les procédés propres et sobres à destination de l'industrie. Donc c'est un pôle très technologique et nos membres fournissent tout un ensemble de technologies, donc d'éco-procédés qui vont servir dans l'industrie pour faire de l'extraction, de la séparation, de la purification notamment. Voilà. Et on travaille également beaucoup sur les microalgues. Donc le partenariat avec le Québec, c'est une longue histoire puisque l'origine remonte à 2008 et c'est justement lors d'un voyage politique dans lequel Trimatech était invité que les premiers contacts ont été noués. Il y a eu un certain nombre d'allers-retours entre les membres de Trimatech et les membres d'un certain nombre de laboratoires au Québec et ça a donné lieu effectivement lors de Polytech l'année dernière à Lyon à la signature d'un contrat de partenariat entre 4 centres techniques québécois et 4 organisations, laboratoires notamment, et notamment l'IFS, l'Institut français des fluides supercritiques, innovation fluides supercritiques. Donc ça a donné lieu à une signature en présence de la ministre, Madame Bateau, il y a 1 an maintenant. De votre côté au Québec, à quoi correspond cette coopération internationale? Bien, tout d'abord, le CNET, parce qu'on raccourcit le terme en CNET, on est un centre de transfert de technologie, une 50aine de chercheurs de techniciens. On maîtrise plusieurs types de technologies qu'on va appliquer à différents secteurs. Et puis, l'association avec Trimatech a été très profitable pour nous. Donc, au départ, on a appris à se connaître, on a découvert qu'on était très complémentaires. Et puis, la signature de ce partenariat-là nous permettait de déterminer les champs complémentaires et de faire un recensement des technologies qui existent de leur part, de la part des compagnies et des instituts qui font partie de Trimatech et du nôtre et des 4 autres centres techniques qui sont dans l'entente. Maintenant, de façon concrète, ça a été vraiment intéressant parce qu'on a pu signer un partenariat avec Flowersep, qui est une compagnie française, qui développe une technologie novatrice de séparation solide-liquide très novatrice. Et puis, eux souhaitaient explorer le marché nord-américain et l'occasion de travailler avec le CNET était très belle pour eux, puisque nous, on a beaucoup de contacts, beaucoup d'entreprises qui recherchent ce type de technologie-là. Alors, de cette entente-là découle un projet d'acquisition d'équipements qui est financé non seulement par Flowersep, mais par le gouvernement du Canada. Alors là, c'est un peu une démarche particulière parce que vous vous associez finalement à un pays, enfin une province, le Québec, qui est en pointe sur ce genre de questions. C'est-à-dire que vous avez déjà dans votre besace beaucoup de choses les uns et les autres. Vous vous associez pour être plus fort et pour aller par exemple sur quel marché? Vous, Trimatech, et puis vous au niveau du Québec, sur peut-être les marchés américains ou sud-américains, j'imagine. Enfin, je ne sais pas quelle est on parlait de marché cible. Quelles sont les zones cibles? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects dans ce partenariat. Il y a d'abord la mise en relation de laboratoires, de centres de recherche qui vont trouver des complémentarités. Donc ça, c'est un premier volet. Et là, on revient vraiment sur le cœur de l'activité des pôles de compétitivité avec donc vous la allez volonté de faire de chercher dans les l'innovation. centres de recherche au Québec des choses que vous n'avez pas forcément. Et inversement. vice-versa. Et vice-versa, bien sûr. Absolument. Et apporter un certain nombre de savoir-faire que le Québec ne maîtrise pas nécessairement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le Québec est pour nous une porte d'entrée, bien sûr, sur le marché canadien, mais également sur le marché nord-américain. Et on a un certain nombre de membres. Alors, Flowersep est un excellent exemple, puisque c'est une toute petite société, c'est une start-up. C'est une start-up qui a vu tout de suite la potentialité de sa technologie sur le marché nord-américain et pour qui le Québec est une porte d'entrée évidente. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. On a accompagné lors du dernier voyage qui date du mois dernier une autre société membre du pôle et qui a signé un certain nombre de contrats avec les laboratoires avec lesquels le partenariat a été signé. Donc voilà, aujourd'hui, très clairement, des petites sociétés qui n'auraient pas les moyens d'aller s'implanter sur ces marchés trouvent avec notre relais des vraies opportunités pour aller chercher des marchés et s'implanter. Oui, là c'est vraiment l'illustration de, entre guillemets, l'anti-institutionnel. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire ses affaires entre soi, entre professionnels. Bah oui, c'est un petit peu ça.
parce que le cœur du débat depuis tout à l'heure, il est un petit peu là. C'est-à-dire que, mais allez-y, intervenez si vous voulez. C'est de dire, bon, on se rend compte que le miroir aux alouettes, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. On a besoin d'aller voir du concret. Alors, j'allais dire, la base est respectée, c'est-à-dire que le contrat avec l'État est respecté. Oui, non, mais bien sûr, oui. Quand je dis tiens, voilà, je ne voulais pas dire que... ça ne nous empêche pas de faire du business derrière. Voilà, c'est ça. Fondamentalement, l'axe d'entrée de pénétration, c'est la R&D, mais derrière, on s'aperçoit assez rapidement que l'un ou l'autre a une capacité d'absorber une technologie existante, et à ce moment-là, on passe tout de suite au business. Et heureusement, les PME, elles ne demandent que ça. Je partage tout à fait ce qu'a dit Daniel, mais ça montre bien le séquencement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que dans un premier temps, le pôle interagit avec des structures identiques dans d'autres pays, se base sur du partenariat technologique, se base éventuellement sur du benchmark, sur de l'intelligence économique, même si j'aime pas tellement ce terme. Et puis derrière, il y a des choses qui s'enclenchent, et le pôle est de moins en moins légitime à accompagner les entreprises. Quand les entreprises y vont purement pour faire du chiffre d'affaires, du commerce, il y a des gens qui font ça très bien, qui sont UbiFrance, les structures régionales, un certain nombre d'acteurs. Alors le pôle suit, et nous on est très heureux au niveau de l'État que grâce à l'action du pôle, il y a eu de la création de valeur. Mais à ce moment-là, c'est plus au pôle de le faire. Donc on est vraiment dans ce séquencement-là. J'aimerais vous demander un petit peu ce que vous mettez en œuvre aussi de votre côté, en dehors de cette relation avec Rimatech, sur le territoire américain. Vous travaillez, vous aussi, avec d'autres pays. Vous travaillez en relation avec les États-Unis. Enfin, comment ça se passe pour vous? Bien, effectivement, on a d'autres partenaires en France qui sont l'École polytechnique La Salle Beauvais, mais également on travaille avec le MIT aux États-Unis. On fait souvent des propositions pour eux. On travaille également avec l'Université de Delft, le BPF, en bioprocédés industriels dans les Pays-Bas. Et on travaille également avec les gens du Brésil parce que le Brésil a un besoin d'innovation très criant. Vous savez, les marchés augmentent très vite là-bas. Alors, nous sommes présents dans tous ces pays-là, puis c'est très profitable pour nos entreprises. On fait le lien non seulement entre les institutions là-bas et les compagnies là-bas, mais avec les entreprises de chez nous. Et souvent, des transferts technologiques qui sont un peu, peut-être, moins nécessaires chez nous au Québec, mais on peut les transférer dans ces pays-là vers lesquels le marché s'est déplacé, par exemple, au niveau des pâtes et papiers. Il n'existe pas de pôle de compétitivité au Québec. En fait, ce sont des créneaux d'excellence, c'est ça, on dit ça comme ça. Quelle est la typologie des entreprises? Plutôt des petites entreprises, start-up, ou des entreprises de plus grosse taille? Je dirais que la majorité des entreprises sont autour de entre 50 et 100 employés, autour de 80% du marché. Il y a un petit peu de très petites entreprises, mais majoritairement la PME qu'on appelle chez nous. Bien, je crois qu'on a fait le tour. On retiendra de cette table ronde finalement qu'il y a un besoin... comment dire, d'indépendance, dans le bon sens du terme, des pôles de compétitivité, d'indépendance des entreprises vis-à-vis des pôles auxquels elles appartiennent à un moment donné, voler de ses propres ailes. Et effectivement, bon, apparemment, des marchés étaient très prometteurs, même si, il faut bien le souligner, ça coûte de l'argent d'aller à l'international, d'investir. On a un retour sur investissement souvent assez long. Donc, c'est une des missions des pôles. On parlait au début de la série d'émissions de Polytech TV aujourd'hui, enfin cette semaine, de la coopération, et vous l'avez souligné Alain, la coopération Interpol en France. Et puis voilà, il faut aller aussi se porter à l'international. Donc, merci beaucoup d'être venu.